Le Nigeria est fondamental pour l'avenir de l'Afrique et a le potentiel pour devenir une puissance économique mondiale. Mais au-delà de l'optimisme pour un pays qui s'enrichit, il y a aussi une pauvreté qui s'accentue. Pour en parler avec moi, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur le Président. Je voudrais savoir de quelle manière vous allez réussir à conserver l'élan nécessaire pour que les retombées économiques arrivent jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin, pour soulager une pauvreté qui est presque endémique. Je suis d'accord, la croissance économique dans la plupart des pays africains ne se traduit pas directement dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Et je crois que l'une des questions clés est celle de l'exclusion financière. Ainsi, nous mettons l'accent sur le concept de l'inclusion financière. Et c'est la seule façon pour créer un environnement économique qui redistribue les richesses. Will be able to benefit from it. If we progress with that over a period of time, then we begin to see that the financial. L'un des domaines les plus solides est l'agriculture. Nous intervenons massivement dans l'agriculture. Nous pensons que dans cette période, les personnes aux revenus les plus faibles vont commencer à recevoir des profits. Et je crois que si nous progressons au cours des 5 prochaines années, la situation va radicalement changer. C'est donc votre calendrier, c'est 5 ans. Oui, 5 ans. Je ne dis pas qu'en 5 ans, tous les Nigérians feront partie de la classe moyenne. Mais dans 5 ans, le pourcentage de ceux qui bénéficieront de ces progrès, qui profiteront d'importantes transactions, sera plutôt élevé. L'énergie est une des questions majeures au Nigeria sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je vous demande de vous mettre à la place du ministre de l'économie. Si vous deviez gérer le secteur de l'énergie, comment pourriez-vous prévoir la croissance du Nigeria? I believe if we sort out power, because power is a major limiting factor. If we sort out power, je pense que si on organisait le secteur de l'énergie, le taux de croissance doublerait, même si nous savons que nous sommes en train... 14%. Oui, nous sommes aujourd'hui à une moyenne d'environ 7%, mais si nous relançons le secteur de l'énergie, nous pourrions même obtenir une croissance à 2 chiffres, peut-être 10 ou 11, étant donné que l'énergie est un élément clé. Nous parlions de calendrier juste avant. Quel est votre calendrier dans ce domaine? Cela ne prendra pas 18 mois de plus. Je ne dis pas que cela arrivera après 2 ans. Quand vous impliquez le secteur privé, on espère un développement parce que le marché existe. Le secteur privé veut toujours maximiser la valeur ajoutée, il veut faire de l'argent. Donc, plus il produit, plus il gagne de l'argent. Si on améliore le réseau de distribution, alors ils gagneront plus. Et vous verrez qu'il ne faudra pas plus de 18 mois pour voir ces chiffres commencer à doubler ou à tripler. Certains d'entre eux sont déjà en train de doubler leur capacité de production. Si on observe la situation en Afrique dans son ensemble, on voit que l'énergie freine le Nigeria et de nombreux autres pays africains. L'intégration économique sur le continent semble particulièrement complexe. Quels sont les principaux facteurs qui freinent l'intégration économique en Afrique? L'intégration économique en Afrique n'est pas compliquée. Nous avons des limites en termes d'infrastructures, de mouvements de population et de marchandises à travers l'Afrique. Si quelqu'un veut voyager du Nigeria vers d'autres pays africains, s'il est dans le sud, il devra passer par Dubaï avant même d'accéder à ces pays. Si vous allez vers le nord, il faudra alors passer par Londres. En Afrique, se déplacer d'un pays à un autre a des limites. Et parfois, c'est encore plus cher de transporter des marchandises d'un pays africain à un autre. C'est plus avantageux de transporter des produits africains vers l'Europe ou parfois vers un endroit aussi loin que la Chine parce que les structures existent. L'idée, c'est de créer des infrastructures, un véritable réseau ferroviaire ou routier à travers l'Afrique. Ainsi, on pourrait transporter des biens d'un pays africain à un autre. Ainsi, on pourrait fournir des services d'un pays africain à un autre.
Ce serait moins cher et plus facile. Si nous étions capables d'attirer les investisseurs et certains de nos partenaires pour le développement, tels que l'Union européenne et d'autres organisations pour nous aider, nous serions en mesure de construire un réseau ferroviaire africain solide et moderne. Un autre problème qui freine l'économie en Afrique, c'est la corruption. Vous avez dit tolérance zéro contre la corruption. Comment ça marche? Voyez-vous des résultats? La corruption existe, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas dans le pays. Mais la corruption passive est plus importante que la corruption active. Vous voyez, la corruption ne signifie pas seulement attendre avec un bâton que quelqu'un vole de l'argent et le frapper à la tête. Nous voulons mettre l'accent sur le renforcement des institutions pour empêcher qu'il y ait une occasion de voler. Les gens doivent voir des exemples clairs. Nous avons du chômage. Nous n'avons pas créé le nombre d'emplois adéquats. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas très bien et de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail depuis 2 ou 3 ans. Ils sont frustrés, ils ne sont pas heureux. Et cela peut les conduire vers la corruption. C'est pourquoi on continue à se battre contre ce problème et on est en train de gagner. Je ne peux rien promettre et aucun président dans le monde ne peut promettre un niveau zéro de corruption. Tout comme les médecins disent qu'il est difficile de trouver quelqu'un totalement en bonne santé, ce qui implique d'accepter un certain niveau de morbidité. Mais personne n'accepterait cela. Tout le monde veut être à 100% en bonne santé. Et ce que je dis, c'est qu'il est difficile d'être à 100% bien. Votre réputation au niveau international a été écornée récemment quand vous avez décidé de limoger le gouverneur de la Banque centrale, quand il a dit que des milliards de revenus pétroliers avaient disparu. Regrettez-vous cette décision? Non. The world will know that government took the rightful decision. Non, le monde saura que le gouvernement a pris la bonne décision. Je l'ai démis de ses fonctions à cause des questions soulevées par le Financial Reporting Council sur le rapport 2012. Imaginez le président d'un pays réveillé par un coup de téléphone du patron de la réserve fédérale au Nigeria, que nous appelons le gouverneur de la Banque centrale, qui vous dit et dit à tout le pays que près de 50 milliards de dollars ont disparu. Puis le gouverneur de la Banque centrale retourne se coucher et quelques jours plus tard, il se lève et annonce que ce ne sont plus 49,8 milliards qui ont disparu, mais 12 milliards de dollars. Attendez, et puis il a recommencé. Un autre jour, il s'est levé et a annoncé que ce n'était plus 12 milliards qui avaient disparu, mais 20 milliards de dollars. Alors que faites-vous? Je ne suis pas en train de parler de la raison pour laquelle je l'ai limogé, mais du fait qu'une personne qui annonce au pays 3 chiffres contradictoires ne peut être apte pour continuer à faire ce travail. Il avait une réputation internationale très forte. Non, oubliez tout ça, je ne crois pas. Les gens paient toujours pour recevoir toutes sortes de récompenses. Alors, pourquoi l'avez-vous suspendu pour d'autres motifs si vraiment la question fondamentale est... Vous savez pourquoi je n'ai même pas soulevé cette question? C'est parce que vous la soulevez. Vous parlez de sa réputation au niveau mondial, mais je vous demande, une personne qui fait ce type d'annonce est-elle apte à tenir ce poste? Quand je l'ai suspendu, je n'ai même pas mentionné cela parce que je ne voulais pas qu'on pense qu'il avait été limogé parce qu'il a découvert que l'argent avait disparu. Non. Pouvez-vous jurer que les lanceurs d'alerte sont protégés dans votre pays? Combien de lanceurs d'alerte avons-nous accusés? Les gens disent tellement de choses au Nigeria. Le Nigeria est la société la plus libre au monde. Nous avons la presse la plus libre. On me maltraite chaque jour et je souris. Je lis des histoires fausses et je souris. Aucun lanceur d'alerte n'a été arrêté. Monsieur le Président, passons à un autre sujet. Vous célébrez le centenaire du Nigeria, l'unification du Nigeria, mais cela intervient au moment où l'insurrection dans le nord du pays, Boko Haram, est particulièrement sanglante. Pensez-vous pouvoir maintenir l'unité nationale au Nigeria? Oui, dans la plupart des pays, pas seulement dans les pays africains, il existe diverses ethnies.
Le Nigeria est un pays avec tellement de groupes ethniques. Nous avons beaucoup de royaumes traditionnels. Dans le nord, on les appelle émirats. Ce sont des institutions qui étaient là avant que nous soyons colonisés par les Britanniques. Cette célébration nationale vise à rappeler d'où nous venons et où nous allons. J'ai organisé une conférence nationale qui est en cours. Elle a pour objectif d'examiner certaines de ces zones d'ombre. Certaines de ces zones, au lieu de nous aider à consolider notre solidarité, apportent au contraire des divisions. Nous allons discuter de cela. Nous parlons aussi du terrorisme. Il y a de mauvaises interprétations. La question du terrorisme et de l'unité du Nigeria sont des choses différentes. Le terrorisme n'existait pas en Afrique. Après une période, il s'est progressivement manifesté. Oussama Ben Laden l'a exalté et maintenant l'ensemble de la région arabe, l'Afrique. Un terroriste peut tout exploiter, même si parfois ils affirment vouloir islamiser le Nigeria. Ils ne disent pas qu'ils veulent diviser le Nigeria. Ils veulent que le pays tout entier soit islamisé. Le bilan des morts est élevé, je n'ai pas parlé de ça, parce que les terroristes partout dans le monde veulent intimider les gens. Mais ce que je peux vous promettre sur cette question, c'est que nous travaillons très dur. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des cas où des étudiants qui dormaient à l'hôtel ont été tués. Nous travaillons très dur. Nous sommes en train de tout changer et nous promettons que nous allons... Quelle est votre réponse à Amnesty International qui dit que vos forces de sécurité ont été accusées, je cite, de brutalité dans leur réponse? La réponse face à Boko Haram est-elle trop musclée? C'est un autre type de perception. Et c'est le problème que nous avons partout dans le monde pour affronter les terroristes. Ils ne viennent pas pour améliorer la société humaine. Ils sont diaboliques. Ils veulent déstabiliser les sociétés. Concernant les opérations de sécurité, j'entends respecter les règles d'engagement international. C'est comme sur un terrain de football. L'autre équipe joue comme elle l'entend. Vous êtes censé respecter les règles du football. Le défi est de trouver un équilibre. Nous ne faisons pas de compromis avec ces règles. So that is the challenge that we are trying to balance it. We don't compromise that standard. Mais les moyens militaires sont-ils la seule manière de les combattre? N'y a-t-il pas d'autres moyens? Non, je m'attendais à ce que vous me posiez ces questions. En tant que gouvernement, nous sommes préparés à affronter le terrorisme. Il existe différentes phases. L'affrontement militaire est la première et sert à réduire les dommages collatéraux sur la population civile parce que sans intervention militaire, ils peuvent anéantir votre marché, vos écoles et votre communauté. Et vous ne pouvez pas les empêcher de le faire. L'intervention militaire ne les arrête pas, mais elle les affaiblit. Elle réduit les dommages collatéraux sur la population. Mais la prochaine étape est d'améliorer l'activité économique dans cette région. Malheureusement, avant même d'améliorer les activités économiques dans ces régions, il doit y avoir une paix raisonnable. Personne ne va aller faire des affaires dans ces régions si elles ne sont pas sûres. Alors c'est un problème. Et l'armée doit venir pour construire un niveau raisonnable de paix. Il y a suffisamment de raisons pour améliorer l'économie. Résoudre cette question est évidemment essentiel alors qu'il y a des élections l'année prochaine. Allez-vous vous présenter? Nous avons des lois et des réglementations dans ce pays. Ce n'est pas le moment de dire si je me présente ou pas pour ces élections. Si quelqu'un le dit, ce n'est pas juste pour le pays. L'ancien président a dit que vous aviez promis de ne pas vous représenter. Eh bien, je ne veux pas interférer avec les propos de mon mentor. C'est mon père. Il a le droit d'exprimer sa propre opinion. Les Nigérians voteront pour le président de leur choix. Moi ou quelqu'un d'autre, je n'ai pas le pouvoir de stopper la candidature de quiconque. Dernière question, comment évaluez-vous votre premier mandat? Je ne veux pas m'évaluer moi-même parce que c'est toujours une mauvaise habitude pour vous de commencer à vous féliciter. Mais il y a des paramètres que nous pourrions utiliser.
L'économie du pays a été stable depuis 2007. Elle a connu une croissance d'environ 7%. S'il y avait eu une mauvaise gestion, l'économie se serait effondrée. Et je promets à vous, mon pays, et le reste du monde, que nous irons là où nous voulons aller. Nous avons la volonté politique de faire ce qui est juste. President, thank you very much for your time. Thank you. Thank you.